Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme avec les facteurs value, quality et small caps. Cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Je suis un investisseur particulier qui donne juste son avis sur certaines valeurs. Aujourd'hui, on va parler de Capgemini comme me l'ont demandé certains abonnés. On va regarder si, après ses résultats annuels 2022, Capgemini, qui est une big cap du CAC 40, représente une opportunité d'investissement. Tout d'abord, on va regarder en effet son poids dans le CAC 40. Donc, j'ai pas l'habitude de regarder plutôt les grosses capitalisations, mais on voit ici que Capgemini représente 1,21% du poids du CAC 40. Bien sûr, dans le CAC 40, on a plutôt des big caps tels que LVMH, donc services aux consommateurs, de la consommation discrétionnaire, LVMH, L'Oréal, Hermès, etc., etc. Et on retrouve vraiment Capgemini à 1,21%. C'est une petite taille dans le CAC 40, mais elle capitalise quand même 27 milliards de capitalisation. C'est une ESN française également. Elle est domiciliée en France et elle est dans le secteur des ESN. Le groupe, on va parler un petit peu tout de suite de ça. Un des leaders pour les leaders, comme ils nous mettent ici. Chiffre d'affaires de l'année 2022, chiffre clé. On a 22 milliards de chiffre d'affaires, 13% de marge opérationnelle, donc excellente marge opérationnelle, 1,8 milliard de free cash flow, 359 000 employés. Si vous vous rendez compte, c'est énorme, 359 000 employés. On a 50 pays où ils sont présents, plus de 75% de notre activité est liée au cloud et au digital. On nous dit que Capgemini est un leader mondial responsable et multiculturel regroupant 3600 personnes, 360 000 personnes, pardon, dans plus de 50 pays, partenaires stratégiques des entreprises pour la transformation digitale de leurs activités. En tirant profit de toute la puissance de la technologie, le groupe est guidé au quotidien par sa raison d'être, libérer les énergies humaines par les technologies pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d'expérience et d'une grande expertise dans différents secteurs d'activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l'ensemble de leurs besoins, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Croissance durable. Voilà, on nous donne quelques chiffres ici. Donc en effet, on va aller un peu plus dans les résultats, mais on voit que le chiffre d'affaires en milliards d'euros et la marge opérationnelle, elle est en forte croissance. Donc en taux de croissance annuel de 2014 à 2022, on a 9,6% de taux de croissance annuel et une marge opérationnelle qui a pris plus 380 points. Donc on a doublé de taille depuis 2014. En chiffre d'affaires, on a doublé le chiffre d'affaires et la marge a augmenté de 3,8%. Donc très belle croissance, très belle marge. D'ailleurs, une marge opérationnelle qui est exceptionnelle pour le secteur. À 13%, on va le noter direct ici dans mon petit fichier qui compare les sociétés. Donc OB, on avait 10,40, Alten 11,10, pardon, Neuron 11,60 et ici on est à 13. C'est donc ça, on est bien à 13% en effet. Donc ici, on a une excellente marge opérationnelle. Ici, je la mets tout de suite en vert parce que c'est vraiment excellent pour le secteur. Voilà. Donc 13% de marge opérationnelle. Ensuite, on va regarder un peu les secteurs. Le rendement du dividende, la marge nette, le PER, la détention du capital et le retour sur les capitaux employés. Donc ensuite, on a un free cash flow qui a fait x2,8 entre 2014 et 2022. Donc très bonne génération de free cash flow organique. Activités liées au digital et au cloud, on a plus de 65% en 2022 contre 14% en 2014. Chiffre d'affaires par région, donc on est vraiment très diversifié ici. Donc 31% en Amérique du Nord, 29% pour le reste du monde, 19% en France, 12% au Royaume-Uni et 9% en Asie-Pacifique et Amérique latine. Donc ici vraiment, vu qu'on est sur le CAC 40, forcément c'est une activité qui est internationale. Donc on a une diversification géographique excellente. Au niveau des secteurs, on a également une très bonne diversification au niveau de cette société. Et comme je vous l'ai déjà dit, dans les sociétés du secteur numérique, ce que j'aime bien, c'est qu'on achète un ETF d'activité, entre guillemets.
Ça veut dire qu'on achète une entreprise, mais elle est diversifiée, c'est-à-dire qu'elle opère, elle procède à de l'externalisation d'ingénieurs sur différents secteurs, et donc ça nous diversifie automatiquement et on gagne un peu on sécurise un peu nos investissements. On est diversifié géographiquement et par secteur. Donc 26% industrie et 22% de services financiers. Donc on va le noter tout de suite ici. Donc 26% d'industrie. Industrie, on est à 26% du chiffre d'affaires. Ici, hop là. Et ensuite ici, on a dit 22% de services financiers. Financiers, voilà. Et on est à 22%. Excellent. Donc si on regarde sinon, on a du secteur public à 14%, biens de consommation et commerce 13%, télécommunications, médias et technologies 12%, énergie et utilities 8%, services 5%. Donc très bonne diversité, assez orientée sur l'industrie, les services financiers et le secteur public. Et enfin, au niveau du chiffre d'affaires par métier, donc 63% d'applications et technologies, donc un pure player ESN, également avec 8% de stratégie et transformation. Et là, on est plutôt sur de la R&D externalisée type S2I et Alten, je pense, en opération et ingénierie, donc 29% du chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Qu'est-ce qu'on cherche ici, dans notre petit fichier? Donc, je vous ai déjà rempli la détention du capital par les salariés et le management et la famille. Donc, on est à 15% du capital et on a donc 85% de flottant. À ce niveau-là, croissance du chiffre d'affaires, marge nette PER. Donc ici, on se retrouve direct sur le petit fichier de Morningstar. Et donc, on nous dit qu'on a actuellement un PER de 20,6. Donc, on paye 20,5 fois les bénéfices. Ici, le PER, ici. Donc, 20,5 fois les bénéfices. Donc, on est élevé, mais c'est une big cap, donc ça se paye plus cher que les small cap. Ici, donc, on va comparer un peu ça au secteur. Ici, Capgemini, au secteur français. On a une valeur de l'entreprise sur les bits. J'aime bien cette représentation parce que ça valorise le cash, la dette, etc. Et donc, pour la valeur d'entreprise estimée en 2023, on a 11,3 fois la valeur d'entreprise sur les bits. Donc, vous payez 11,3 fois la valeur d'entreprise pour les bits à 177 € l'action. C'est supérieur à Atos, Soprasteria et Alten. C'est inférieur à Alten, pardon. Et supérieur à Soprasteria et Atos. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même un peu élevé pour ces sociétés. Et au niveau du price earning, en estimé 2023, donc en prenant en compte la croissance 2023, ils nous mettent 16 fois les bénéfices, même si j'y crois pas trop, on est à 20,5 fois les bénéfices actuellement. Et au niveau de la croissance du bénéfice, on nous dit pour 2023, on s'attend à moins 2% du on attend une baisse de 2% du bénéfice par action. Contre 90% pour Atos, 18% pour Sopra et moins 15% pour Alten, même si ce sont seulement des prévisions. Au niveau du graphique, depuis le début de l'année, qu'est-ce que Capgemini nous fait? Depuis le début de l'année, on a 4,22%, le cours a pris 4,2%. On a eu, j'arrive pas à le choper, voilà, ici. On a eu un pic du 2 janvier au 3 février à 19%, et après là, ça a décru un petit peu. Sur un an, on est à moins 17%, moins 18% presque. Sur 5 ans, on est à 61,7%. Et si vous prenez au maximum, on a un pic des dot-com en 2000, donc crise financière, et là on est à 230%. Donc grosse crise financière, on a la bulle qui a explosé ici sur les valeurs technologiques, et ici on a une croissance qui suit logiquement la création de valeur. On se retrouve tout de suite ici. Qu'est-ce que je voulais voir? Voilà. Ici, résultat net part de groupe, on ne nous le met pas ici.
je n'aime pas trop ça. Ici, voilà. Est-ce qu'on a le résultat net? Ici, on n'a pas le résultat net. Voilà, on l'a normalement juste ici. Voilà. Donc net profit, on a 7% de marge nette. Donc on va le noter ici tout de suite. Donc c'est dans la moyenne du secteur. On est quand même pas mal à 7% de marge nette. Ici. Ensuite, le rendement, ben, on retourne ici sur Morningstar, le rapport financier, rendement du dividende 1,48%. Donc la distribution du dividende, on verra si il est pérenne dans le temps, si le dividende peut être distribué à long terme. Et ici, enfin, on cherche quoi? Détention du capital. Ah, c'était là, je suis bête, j'ai mis 15% en dessous. Donc 15% ici, détention du capital. Et ensuite, on va chercher le ROCE ici. Donc le retour sur les capitaux employés. Je vous l'ai montré sur la dernière vidéo. Mais le retour sur les capitaux employés, sachez bien que c'est le calcul de la rentabilité liée à l'ensemble des capitaux mobilisés. Non, pardon, c'est juste ici. Permet de mettre en avant la rentabilité économique hors prise en compte du coût de l'endettement net d'impôt dégagé par l'ensemble des capitaux mobilisés, soit les capitaux propres et les dettes financières. Pour pouvoir être bénéficiaire, le coût moyen pondéré du capital, pondération entre le coût des capitaux propres exigés par les actionnaires et le coût de l'endettement, doit être inférieur au ROCE. Donc pour que la société soit profitable, le taux à laquelle la société emprunte doit être inférieur à sa génération, à son taux de ROCE pour gagner de l'argent. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc j'aime bien aller sur Guru Focus où on retrouve tous les ratios. On peut avoir une belle vision de la société. Donc on descend juste ici, vous avez le ROCE ici et on est à 12% de ROCE. Donc on est au meilleur de l'industrie, mais on est très inférieur à ses concurrents. Donc on est à 12, on va mettre 12,4%. Ici, on décale la virgule. Oui, il veut pas nous. Ici, voilà, 12,4%. Tandis que on a 18,5% pour Neuron, 21% pour Alten, 32,3% pour S2I, etc., etc. Donc ici, on est plutôt moyen, voire un des pires ROCE. Détention du capital familial, c'est bien. PER assez élevé, un peu comme Neuron. Marge nette, c'est très correct. Rendement du dividende, on n'achète pas ce genre de société pour le dividende, mais c'est plutôt pas mal. Diversification, elle est très bonne. Et ensuite, on va aller tout de suite voir la croissance des revenus, etc. etc. Donc ici, je vous ai pas montré le petit rapport financier ici pour faire une petite review de l'année 2022. Alors, on a une croissance des revenus de 16,6%. Croissance du chiffre d'affaires 16,6%. On a un carnet de commandes, les bookings, ce qu'on appelle ça en anglais, ça a pris 16,8%. Au niveau marge opérationnelle, on a 13%, la plus élevée du secteur, c'est excellent. Au niveau du cash flow organique, du free cash flow organique, 1,8 milliard d'euros. Ensuite, le bénéfice par action, 11,52% en hausse de 25%, c'est beau. Et le dividende à 3,25% en hausse de 35%. Donc ceux qui cherchent du dividende, on commence de plus en plus à se tourner vers une distribution importante de dividendes sur ce genre de société. Au niveau des secteurs, on a vu donc 15% en Amérique du Nord, 13% en France du chiffre d'affaires, 19% UK et Irlande, le reste de l'Europe 16%, et Asie-Pacifique et Amérique latine 31%. Donc très bonne croissance ici en Amérique latine, et on est tous à peu près à 15% de croissance. Les secteurs qui ont plus cru, on a les services à 23%, le manufacturing, donc l'industrie à 21%, et le secteur public à 19%. Donc ici, je vous laisse aller lire le rapport financier si vous voulez le voir. Donc on a un très bon rating en ESG apparemment, en augmentation à peu près partout. Ensuite, pour les perspectives 2023, croissance du revenu de 4 à 7% à change constant. Une marge opérationnelle entre 13 et 13,2%,
Donc une stabilité de la marge, c'est ce qu'on cherche, et un cash flow organique de 1,8 milliard d'euros. C'est ce qu'on cherche également, une stabilité des free cash flow. Au niveau des secteurs ici, donc on se retrouve ici, comme on a dit, on a les services qui ont pris 23%, la manufacturing 21,4%. Là, vous avez un découpage de tous les secteurs, donc on est assez bien diversifié, comme je vous l'ai dit avant. Au niveau du carnet de commandes, on a pris 6,7 milliards de carnet de commandes au Q4 2022, et on a en 2022 un carnet de commandes de 23,7 milliards d'euros. Donc on a le book to bill, je pense que c'est le carnet de commandes. En gros, on a un carnet de commandes qui sature, qui est supérieur à 1, on a un carnet de commandes, un book to bill à 1, ça veut dire en gros que le carnet de commandes ne donne pas de croissance, et supérieur à 1, ça nous donne de la croissance. Donc on a un book to bill qui permet d'avoir une croissance supérieure par rapport à l'année 2021 et 2022. Au niveau, cloud, on est sur des secteurs porteurs. Voilà, vous avez tous les clients, etc., etc. Voilà, les revenus. Ici, donc ce que j'ai pas aimé quand j'ai regardé un peu les rapports financiers, donc ici en français, c'est que on nous dit pas, on ne nous dit pas on ne parle pas d'inflation salariale, de difficultés, etc. par rapport au contexte, et j'aime pas trop ça. On nous dit juste qu'on a pour 2023, les perspectives, c'est taux de croissance, la marge, comme je vous l'ai dit, etc., etc. Donc je pense qu'on va quand même avoir une inflation salariale, mais face à la demande croissante du secteur. Ici, on peut aller voir sur Numeum. En effet, Numeum, que le secteur a le vent en poupe et qu'on a un sous-jacent en croissance, la transformation digitale, le cloud, la cybersécurité, etc. On en a besoin énormément, et donc on a une croissance du sous-jacent de la demande qui est énorme pour ce secteur. Donc on nous prévoit ici, où est-ce qu'on nous dit pour 2023? Alors pour 2023, qu'est-ce qu'on nous dit? On n'a pas de... Voilà. Nous-mêmes, l'organisation professionnelle de l'écosystème numérique en France dévoile les résultats de sa seconde conférence semestrielle de l'année, alors qu'en juillet dernier, la croissance du secteur numérique pour l'année en cours était annoncée à 7,4%. Les estimations sont légèrement revues à la hausse. Ce sont désormais 7,5% de croissance en 2022, attendu en 2022, et 5,9% pour 2023. Donc ici, on parle essentiellement de la France, je tiens à vous le dire. Et donc, on a une croissance sous-jacente. Ensuite, on va passer tout de suite à l'évaluation de la société. Je prends mon petit pense-bête ici pour vous faire notre petite évaluation. Donc ici, on regarde les revenus, la croissance des revenus, la croissance des revenus, la stabilité ou l'augmentation des marges, les price earnings, le nombre d'actions, la dette nette, et si le dividende est soutenable dans le temps, et sa qualité. Donc on va passer tout de suite à l'évaluation. On veut les revenus et la croissance des revenus pour les rentrer dans notre petit tableau. Donc on veut revenus, ici total revenu. On va regarder ça en année financière pleine, comme j'aime le dire. Donc ici on a une très belle croissance des revenus. Donc ici en 91, on avait 1,44 milliard de revenus. Et ici on est à 22 milliards de revenus. Donc on a une énorme croissance quand même. Donc un petit presque x20 des revenus depuis 91. Donc on a une société solide, on n'a quasiment pas eu de décroissance à part l'explosion de la bulle. Donc on n'avait plus beaucoup d'argent ici, je pense. Les clients ont un peu explosé aussi, la bulle des télécoms.
des années 2000, 2001. Ça a baissé un peu et ensuite on a une très belle croissance ici. Donc on veut regarder les revenus et leur croissance. Donc, on regarde la croissance des revenus sur 10 ans. Et sur 10 ans, on est à 7,92. Donc ici, si je vous mets ça ici, 7,92% par an de croissance du chiffre d'affaires. Donc si on se compare un peu au secteur, bien sûr, on a une big cap, donc on ne peut pas avoir la même croissance que les concurrents. On est supérieur à Neuron, inférieur à Soprasteria qui a la meilleure croissance, notamment par des acquisitions de croissance externe. Donc là, on va regarder si on a des acquisitions de croissance externe. Effectivement, ici, on va cacher ça. Donc en effet, on a eu quand même des acquisitions significatives. En 2000, on a fait une acquisition de 550 millions. En 2007, 800 millions. Ici, je ne sais pas ce qu'on a acheté, il faut que je regarde les rapports, mais on a fait une acquisition de 3 milliards d'euros ici, en 2015. Encore en 2020, une acquisition de 2 milliards, c'est assez énorme. Donc là, ici, on a de la croissance organique et de la croissance par acquisition. Donc si on se retrouve ici, donc on a une croissance inférieure à Sopra quand même, mais pour une big cap, c'est quand même une très belle croissance. 7,92% par an, vous ne trouverez pas ça partout. Alten 12% par an, S2I 12,3% par an sur ces 10 dernières années. Donc quand même, on se situe dans la fourchette basse, mais c'est quand même une très belle croissance pour une big cap. Oula, qu'est-ce que ça m'a fait? Voilà, c'est ça. On a quand même une très belle croissance pour une big cap ici. Donc ici, on va regarder ce que pensent les analystes pour le revenu et combien il y a d'analystes sur le dossier. Donc revenu sur le consensus. Donc on a 16 analystes, donc là on va être quand même sur quelque chose de pas mal. Et ici, on s'attend à 22,93 milliards de revenus. Donc 22, j'ai pas l'habitude, 22 930, c'est ça. Voilà. Donc 22 milliards 930 millions de revenus. Au niveau des marges, stabilité ou croissance des marges, on va regarder la grosse margin. Ici, on se met sur les 12 derniers mois. Donc là, on a une croissance stable. Là, est-ce que c'est Coifin qui bug ou pas? On a une baisse de la marge brute. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais on va regarder au niveau des net income et des free cash flow pour voir ce que ça donne. Donc net income, free cash flow, ici, on va voir si ils se situent, ils vont dans le même sens. Donc ici, on a une très belle stabilité et une très belle stabilité et les net income et les free cash flow vont dans le même sens. Donc là, depuis 2018, IFRS 16, les dettes locatives ne sont plus prises en compte dans le free cash flow, ce qui fait qu'il explose par rapport à la marge nette. Donc là, il nous met 2,23 milliards, mais on a 1,8 milliard de free cash flow. Donc ici, on va prendre les net income pour se protéger, mais cette année, on a 1,8 milliard de free cash flow. Ici, et si on prend la net margin, ici, non, je vais vous prendre sur les 12 derniers mois, c'est pas ce que je voulais faire. Ici, voilà. On se prend ça, on se prend la moyenne. Est-ce que les marges sont stables ou croissantes dans le temps? Donc sur ces 20 dernières années, on a 5% de marge nette, 4,93. Sur ces 10 dernières années, 6%. Et sur ces 5 dernières années, 6%. Donc pour se protéger, on va quand même prendre 6%. On l'a déjà ici. Elle a la même marge que ses concurrentes. Au niveau des price earnings, elle s'échange à combien? Price earning, last 12 months, on prend la moyenne, pas le low, on prend la moyenne sur ces 20 dernières années. Et ça s'échange à 20 fois les bénéfices. 20,5 fois les bénéfices sur ces 20 dernières années. Sur ces 10 dernières années, 21 fois les bénéfices. Et sur ces 5 dernières années, 24 fois les bénéfices. Donc ici, je pense qu'on peut se prendre logiquement on va prendre 20 et 22 fois les bénéfices, comme j'avais fait ici pour Neuron. Au niveau du nombre d'actions, c'est des sociétés qui se payent assez cher en
en price earning, mais on a une qualité de la croissance quand même et une stabilité de... On est anticyclique quand même ici. Au niveau, je voulais regarder le nombre d'actions. Sur ces 12 derniers mois ici, donc on a une stabilité, voire une petite croissance qui peut être liée à des fusions-acquisitions, voire à des opérations de dons d'actions aux salariés, comme on dit. Ici, voilà, qu'est-ce que ça m'a fait? Voilà, donc on est à 176 millions d'actions. On va simplifier la vie, 176 millions d'actions. Et ici, au niveau dette nette, on nous dit quoi dans le rapport ici? Est-ce qu'on nous dit quelque chose sur la dette nette? Si on se met ici, on se met dette. L'endettement net du groupe s'est inscrit en baisse à 2,6 milliards d'euros à la fin de l'exercice 2022 contre 3,2 milliards un an plus tôt. Donc ici, on rembourse la dette et c'est ce qu'on cherche avec l'environnement actuel, les taux qui augmentent. On cherche à avoir des sociétés qui ne sont pas endettées. Donc on a quand même 2,6 milliards de dettes. Donc 2,6 milliards, ça nous fait ici, voilà, 2,6 milliards de dettes. Donc on peut passer tout de suite à l'évaluation. Ici, je me munis de ma petite calculatrice. Voilà. Alors, on se met 22,9 milliards de revenus fois 0,6% qui est la marge nette actuellement, qui sont inférieurs au free cash flow à cause de l'IFRS 16. Ensuite, on se met à 20 fois les bénéfices. On diminue, on enlève la dette nette. Et on divise tout ça par le nombre d'actions ici. Et on se retrouve à 141,5 € l'action, donc pour la fin 2023. 141,5 € l'action. Et si on prend 22 fois les bénéfices, ici, 13,75,8. Ok. Ici, donc 13,75,8 fois 22 fois les bénéfices. On enlève la dette nette qui est de l'ordre de 2,6 milliards d'euros. Et on divise tout ça par le nombre d'actions qui s'élève à 176 millions d'actions. Et on se trouve à 157,2 € l'action. 157,2 € l'action. Ici, donc, est-ce que ça représente à l'heure actuelle une opportunité d'investissement? On va aller voir ça tout de suite, à combien ça coûte actuellement. On se retrouve ici. Donc ici, on est là. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, pour moi, ça ne représenterait pas une opportunité d'investissement avec mes critères. Mais à 165 € l'action, vous ne surpayez pas. Vous cherchez une croissance, vous payez la croissance future, mais vous êtes correctement évalué si vous prévoyez 22 fois les bénéfices. Au niveau du dividende, je sais que la communauté aime bien les dividendes. Donc au niveau du dividende par action, on va regarder ce qu'on a. Présentement, on a une bonne augmentation de dividende. Ici, voilà. Donc depuis 2006, on a un dividende stable, voire croissant dans le temps. 2019 a été une année assez exceptionnelle avec la pandémie, mais entre guillemets, on a une croissance du dividende. Donc on aime ça. On a 2% de yield. Ici, donc si on prend 3,25 €, si on prend 3,25 € par action, ici on va calculer si le dividende est pérenne dans le temps. Donc ici, si on distribue 3,25 € par action, on a 176 millions d'actions. Ça nous fait 572 millions de distribution. Au niveau des free cash flow, qu'est-ce qu'on a?
Ici, ben, on prend la market cap tout simplement. Donc ça nous distribue, on nous distribue 572 millions de, de dividendes, sachant qu'on a du free cash flow, de la génération de free cash flow de 1,8 milliard, donc c'est quand même assez safe selon moi. Et si on divise tout ça par 28 000, ici, ça nous fait un rendement de 2%. Qu'est-ce que je raconte moi? Ah, le dividende, oui, ça nous fait à l'heure actuelle un rendement de 2%. Mais si on nous redistribue la totalité des free cash flow ici, où est-ce qu'on les retrouve les free cash flow? Voilà. Free cash flow organique, 1,8 milliard. Donc ici, si on fait ça, 1, voilà, 52, et qu'on divise ça par la market cap qu'on retrouve ici, si on nous redistribue la totalité des free cash flow de cette année, par exemple, on aurait 28 016. Voilà. On aurait un rendement des free cash flow de 6,5%. Donc le dividende est safe puisqu'on peut le payer, on peut payer 3 fois plus de dividendes. Et donc le dividende est très safe. De toute façon, sur ce type de business, on a une très grosse génération de cash. Et, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc ce que j'aime bien, c'est que la société est assez internationale. Elle fait partie du CAC 40. Donc les gens qui cherchent les grosses sociétés plus liquides, c'est une très belle société ESN, Capgemini. On a une diversification internationale, une diversification des secteurs. On a une croissance soutenue du chiffre d'affaires, même si c'est inférieur à ses concurrentes qui sont des small cap et des mid cap. Et on a de la dette qui est remboursée, c'est ce qu'on aime actuellement. Et on paye un prix actuel correct. On ne surpaye pas actuellement, mais pour moi, ça ne représente pas une énorme opportunité d'investissement actuellement. Voilà tout. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse du Wavestone et dites-moi si vous voulez que j'analyse du Trigano. J'ai du Trigano, j'en ai racheté un petit peu il y a 2 jours et on a des très bons résultats. Et donc, je vais essayer d'analyser du Trigano, des sociétés que j'aime un petit peu également et que j'ai dans mon portefeuille. Et on se dit à très vite sur Invest Academy. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter si vous voulez que j'analyse d'autres sociétés. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.